Bon, je vais commencer par lancer un appel. J'ai paumé, ou je me suis fait piquer mon téléphone portable ce matin dans le métro, sur la ligne 8. Voilà, donc si jamais vous l'avez, je veux bien que vous me le rameniez, parce que j'ai beau dire qu'il faut moins de biens, plus de liens, que le progrès, c'est pas forcément le téléphone 5G, dont on va encore débattre demain en commission, mais c'est la relation. Bon, ceci dit, quand tu n'as plus ton téléphone portable avec tes milliers de contacts à l'intérieur, ça fait suer, quoi. Tu as l'impression de... Hein, c'est quand même gonflant. Donc voilà, là en plus, évidemment, je ne connais pas mes mots de passe sur le machin SFR, donc on est en train d'essayer de reconstituer un pulse. Il n'y a personne au téléphone, tu te croirais dans... moi, Daniel Blake, tu sais, où il passe son temps au téléphone dans le film de Ken Loach, à pas réussir à choper quelqu'un en face. Bon, donc, si jamais vous l'avez, mon téléphone, vous me le ramenez, d'accord? Donc, 101 rue de l'Université, 75 07, je pense, Paris. Voilà. Sinon, alors ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est mon portable. Mais bon, dans ces cas-là, je me dis, bon, mes gosses, ils vont bien, tu vois. Et puis, tu relativises tout le reste. Sinon, la bonne nouvelle, c'est dans le Parisien. Dans le Parisien dimanche, déjà dans le journal de Bernard Arnault. Alors avant, le journal de Bernard Arnault, il parlait jamais de moi, tu sais. La disparition, le livre de Georges Perec, il y a un lipogramme à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il écrit La disparition, un livre entier sans utiliser la lettre E. Et moi, pendant des années, le Parisien a réussi à parler de Nuit debout, de Merci patron, sans mettre François Ruffin. C'est quand même balèze, tu vois. Donc c'était une espèce de lipogramme éditorial. Mais maintenant, ils disent du mal de moi, donc c'est un progrès. Mais surtout, dans le numéro de ce dimanche, on était le combien là? De ce dimanche 31 mars 2019, je le dis parce que c'est un numéro historique. J'ai voulu qu'on en achète plusieurs, j'en ai eu qu'un. En une, il y a Macron, pourquoi il est si seul? Il a l'air triste. On apprend à l'intérieur que c'est dans son entourage qu'on parle. Il est sous l'eau, rincé. On n'est pas loin du burn-out. Alors déjà, moi, si jamais ça peut lui rendre service, j'ai ma proposition de loi numéro 516 sur le burn-out visant à faire reconnaître comme maladie professionnelle les pathologies psychiques résultant de l'épuisement professionnel. Ça a l'air d'être le cas de notre cher président, donc si ça peut lui servir, on peut passer la proposition de loi rapidement pour qu'il en soit l'un des premiers bénéficiaires. Mais évidemment, moi je lis ça en me disant, bon sang, c'est pas encore le printemps, vous avez quand même des envies, tout ça. L'autre, il est au bord de craquer. Il est au bord du burn-out, il est déjà rincé, il est déjà sous l'eau et vous n'avez même pas encore commencé à bouger, à aller rejoindre les ronds-points et tout ça, les gilets jaunes. Donc vraiment, là, il y a une fenêtre d'opportunité. Tu sais, moi, je crois que dans notre camp, les fenêtres d'opportunité, quand elles s'ouvrent, il faut rentrer dedans. Parce qu'après, elles se referment bien vite, tu vois. Bon, et donc là, alors Brigitte Macron, on apprend, lui prépare des omelettes pour le réconforter, bon, mais surtout à la fin. Tu sais, dans tous mes débats, quand même, il y a un moment où les gens ils disent « Bon, d'accord, vous avez fait un conseil et tout ça, mais que faire? Que faire? Que faire ?» Il y a déjà Lénine qui se posait la question il y a un paquet d'années, quoi. Et là, la réponse nous est apportée. La réponse nous est apportée sur un plateau dans le journal de Bernard Arnault, en page 3 de ce numéro du 31 mars 2019. Donc, ce n'était pas le 1er avril. Hein. Et ça nous est annoncé comme ça. C'est un proche d'Emmanuel Macron qui angoisse, nous dit-on. Je ne vois pas comment on sort de ça. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. Voilà ce qu'ils craignent. Voilà ce qui leur fait peur. Voilà ce qu'ils redoutent. C'est la merguez au soja, hein, pour les véganes s'ils veulent. Mais c'est ça qu'ils redoutent. C'est des barbecues sur les ronds-points. Eh bien, moi, je crois que là, il nous propose un chemin révolutionnaire inédit, le barbecue sur le rond-point. Tu vois, l'apéro Facebook comme nouvelle voie d'émancipation du prolétariat. On avait eu les gilets jaunes, maintenant tu vas voir le petit jaune sur les ronds-points, tu vois, le pastis, machin. Bon, et je crois qu'il y a vraiment une voie à ça. Moi, je suis très favorable à ce qu'en effet, on aille faire des barbecues sur les ronds-points. Ça remettra du monde, ça sera convivial, ça peut se transformer discrètement en petit blocage de ronds-points et ainsi de suite, tu vois. Bon, et éventuellement, on peut même apporter je veux du soleil au milieu du rond-point
si vous avez un projecteur et tout ça, c'est un truc qu'on peut imaginer de faire peut-être un samedi, je veux du soleil, barbecue, apéro Facebook, tu vois, ça peut être vraiment chouette. Et je crois que là, on a un chemin pour retrouver les masses. Les masses par le pastis, par la merguez, par le cinéma en plein air, je pense que c'est un chemin intéressant. Et qui est celui que redoute, je le dis, c'est l'Élysée qui nous dit ça. Je ne vois pas comment on sort de ça. Avec les beaux jours, les gilets jaunes vont revenir et installer des barbecues sur les ronds-points. Je pense que cette phrase-là, nous, on va la faire clignoter. Hein. Partout où je vais aller, les passages télé, les machins et tout ça, on va faire clignoter cette phrase-là. On va la mettre sur un mur, on va la mettre en bien grand pour que ça donne envie au pays d'aller installer des barbecues sur les ronds-points. Ils nous offrent le chemin, ils nous le disent, ce qui les effraie. Allons-y. Donc voilà, maintenant vous m'avez entendu le dire, mais vous entendrez le redire, le redire, le redire, jusqu'à temps que, j'espère, je dis, les Gilets jaunes ont écrit une belle page de notre histoire cet automne. Maintenant, c'est à nous, tous ensemble, Gilets jaunes, profs, militants écolos, tout ce que tu veux, d'écrire un chapitre entier de notre histoire ce printemps. Un chapitre où la démocratie l'emporte face à l'oligarchie, parce que c'est bien ça le combat général. Bon, pour ce qui est de la viande, ceux qui veulent venir avec des aubergines, ils viennent avec des aubergines, ils les feront griller. Ceux qui veulent manger, on nous a proposé quoi là dans le film, c'est quoi? La fougasse au reblochon. Bon, bah fougasse au reblochon. Ceux qui veulent faire du vegan au soja ou tout ça, ils le font, et puis voilà. Alors, ensuite, bon, je parlais du jeu du soleil, bon, sur les ronds-points, bon, mais avant qu'ils vivent en plein air, on va d'abord le conforter, le cocooner, le choyer en salle. Ce mercredi 3 avril, Jeu du soleil sort sur 140 écrans en France. C'est énorme. Ça me fait un peu peur, moi. Tu sais, moi, je suis habitué à la guérilla, finalement. Tu vois, tu me donnes un micro, une caméra, on est deux, on s'en sort, tu me donnes un petit stylo, on n'a pas de moyens. C'est finalement quand on n'a pas de moyens que je suis le moins inquiet, parce que c'est mon habitude de fonctionnement. Quand on me dit que ça sort sur 140 salles en même temps, tu vois, je ne sais pas combien fait Star Wars, mais je me dis mince, c'est un peu trop, je préfère commencer petit, puis grandir, plutôt que y aller. Bon, donc en principe, là, vous pouvez le voir, près de chez vous. Hein. En quoi Je veux du soleil peut être utile dans ce moment? Je pense qu'à l'intérieur, on ne fait pas un tract, on ne fait pas un discours. Là, j'ai encore un discours à écrire pour passer dans l'hémicycle dans 1 heure. Donc, c'est bon, j'ai des endroits pour faire des discours. Et là, d'ailleurs, je vous fais encore un discours. Donc, Jeu du soleil, c'est pas ça. C'est un film qui repose sur de l'émotion. Le rire, les larmes, la joie, la colère. Pourquoi? Parce que je crois que c'est aussi par l'émotion qu'on met les gens en mouvement. Dans émotion, il y a motion, c'est-à-dire mouvement. Et je crois qu'on arrive à réveiller les gens, à les impulser, à les pousser aussi par les affects. Et donc c'est un film qui repose pour beaucoup là-dessus. Un deuxième biais indirectement politique, c'est que je pense qu'on a face à nous la langue du pouvoir. On dit que c'est une langue de bois. Mais le bois, tu as de quoi t'y frotter, tu t'y heurtes. Tandis que là, c'est une langue qui est complètement insipide. C'est une langue de coton. C'est comme si tu avalais des somnifères. Moi, quand je suis dans l'hémicycle, tu as ton cerveau là, qui descend, qui descend, qui descend. J'ai l'impression qu'ils veulent m'abrutir, tu vois. Me faire roupiller, tu vois, m'endormir. Et c'est pour ça que j'ai besoin du grand air de temps en temps, de paroles qui sont empreintes de sincérité, même de sévérité. Et donc, face à cette langue de la com, cette langue des médias, cette langue du pouvoir, cette langue des ministères, face à cette langue-là, la seule apparition du réel, tu vois, dans le film, il y a un gars, Loïc, qui parle de comment il n'a pas bouffé depuis 3 jours, mais qu'heureusement, dans la pizzeria où il est serveur, il a le droit à sa pizza gratuite par semaine. Et c'est grâce à ça qu'il mange. Il suffit de cette seule apparition du réel pour que ça se vaille subversion et que ça y vienne casser tout le discours ambiant, tu vois, tout le discours dominant. Et donc voilà, je pense que c'est les 2 biais par lesquels le film est indirectement politique. En revanche, à l'extérieur du film, c'est un film très politique dans le fait de le monter et de le montrer aussi vite. Il faut voir que c'est quasiment un record cinématographique. Avec Merci Patron, on avait fait le film le moins cher de l'histoire du cinéma. Là, il doit être un petit peu plus cher parce qu'on a payé des choses plus normalement, alors que tout le reste, Merci Patron, tout s'était fait à l'économie. Mais c'est sans doute l'un des films les plus rapides
entre le moment de tournage et le moment de diffusion. Tournage à la mi-décembre, début des avant-premières mi-février, sortie nationale début avril. Et ça, c'est volontaire. On a voulu faire ça pour que ça ne soit pas comme une épitaphe qu'on vient poser sur le mouvement des Gilets jaunes. C'était très chouette, en parlant au passé. On en garde la trace, c'est bon pour la mémoire, nous bâtissons l'histoire du mouvement et ainsi de suite. Bon, pourquoi pas. Mais aussi pour être un outil d'intervention au présent. Tu vois ? Et donc, pour que on vienne réveiller les gens pour ce printemps, qui, à la fois les Gilets jaunes, et ça marche, je vois que ça marche, ils se voient sur grand écran et qui se disent « c'est bien nous, notre cause est juste, nous sommes fiers », et que, fort de cette fierté, eh bien, ils lâchent pas, ils craquent pas, ils continuent d'en être, samedi après samedi, et puis la semaine si possible. Et puis, d'un autre côté, tous ceux qui n'en sont pas, par exemple la classe intermédiaire, qui a été un peu absente, plus ou moins, et donc qui voient à l'écran et qui se disent « mais bon sang, ce sont nos semblables. On ne peut pas vivre dans une société où il y a une telle fracture. Il nous faut agir, il nous faut aider, il nous faut soutenir. » Et donc, qu'on fasse, tu sais, c'est la phrase de Lénine, une situation pré-révolutionnaire éclate lorsque ceux d'en haut ne peuvent plus, ceux d'en bas ne veulent plus, et ceux du milieu basculent avec ceux d'en bas. Ben, il nous faut à la fois que ceux qui sont en lutte continuent de lutter, et que ceux qui ne sont pas encore dedans rejoignent. Alors moi, je ne dis pas à tout le monde de mettre un gilet jaune, hein. On s'en fiche comment les gens viennent habillés. Mais par contre, ce printemps, il faut y aller. Il faut y aller. L'autre, il est au bord du burn-out. Il est rincé. Il est essoré. On se demande comment tout ça va finir. C'est pas dans un moment comme ça qu'on y va. Quand est-ce qu'on va y aller? Je vais dire un autre truc. Ça sera ma conclusion. Il faut que je conclue là, non? Est-ce que ça fait partie de mon boulot d'aller me balader partout dans le pays, d'aller voir les mines d'or à Salsigne, où il y a les sols, les forêts, les rivières qui sont polluées par le cyanure? Est-ce que c'est mon boulot d'aller voir les gens qui sont toujours pas, qui habitent toujours pas leur maison, que leur maison a toujours pas été réhabilitée à Carcassonne, là où il y a eu des inondations il y a 5 mois, malgré les promesses des assurances et du président? Bon, est-ce que c'est mon boulot d'aller à Saint-Père-de-Ré, c'est ça, ou Saint-Père-en-Ré, je sais plus, enfin du côté de Nantes, où ils veulent installer un surf park, mais c'est des champs, c'est des prairies, et là-dedans ils veulent creuser et installer une mer artificielle avec de la flotte, et puis ils auront un gros moteur qui fabriquera des vagues, et il faut savoir qu'une heure pour faire du surf, là, ça sera l'équivalent de la consommation de 4 maisons pendant toute une année, tu vois. Bon, est-ce que c'est mon boulot d'aller voir tout ça? Moi, je crois que oui. Je crois que oui parce que qu'est-ce que je peux faire, moi? C'est ramener du réel dans l'Assemblée nationale. Tout comme, je dis... dans le film, la pizza de Loïc, elle vient casser tout le discours dominant. Moi, je peux venir ramener de la réalité. Maintenant, il faut que je reste au contact de ça. Et tu sais, c'est pas facile. C'est pas facile de trouver du temps dans son emploi du temps, mais c'est pas facile aussi d'entrer en contact avec des personnes qui ne soient pas des représentants. Plus tu es élu, tu es député, tu es dans le truc de pouvoir, plus on t'envoie des représentants, bon, pourquoi pas, mais qui peuvent faire écran entre toi et les gens, et puis tu as peu de temps pour les rencontrer et tout ça. Donc bon, mais je pense que voilà, l'une de mes fonctions, c'est de continuer à avoir mes pieds plantés dans le sol, dans le pays, pour en haut ramener du verbe, ramener des mots et venir les amener à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Tu vois, j'ai rencontré aussi des écrivains, j'ai rencontré Alice Zéniter, donc je viens de terminer L'Art de perdre, que j'ai trouvé formidable, j'en parlerai peut-être une prochaine fois, et j'ai rencontré Éric Vuillard, dont j'avais déjà lu les derniers bouquins, dont La guerre des pauvres. Et Vuillard a eu ce propos, on était à Rennes, il m'a dit, finalement aujourd'hui, c'est la littérature et le cinéma qui sont la réalité, tandis que la politique, c'est de la fiction. Et je pense que c'est vachement juste. Il disait ça à propos de mon film, il dit ça quand on voit Macron qui est en train de parler dans le film, tu sais, avec les mains posées comme ça, là, on dirait un bonhomme de cire, et qui dit je les ai vues, ces femmes, sur les ronds-points, dans son intervention à la mi-décembre. Et il me dit, Vuillard me dit, voilà, aujourd'hui, le discours politique est une fiction, et c'est vrai. Ça s'est complètement détaché du monde réel. Tu vois, là, aujourd'hui, c'est des tas de commentaires sur les remaniements. Qui en a quelque chose à secouer dans ce pays? Des remaniements? Personne. C'est comme... autant Louis XIV, quand tu avais Saint-Simon qui écrivait les mémoires, et tu avais tous les petits noms de la cour, et puis les paysans, tu les voyais jamais. Tu les vois pas, ils n'appartiennent pas au décor. Et donc finalement, le discours politique est devenu une fiction qui s'est autonomisée avec des concepts,
avec du verbe comme ça, qui tourne de manière mécanique. Et finalement, c'est le cinéma, c'est la littérature qui apporte la réalité. Et je crois que c'est juste. Ah, il me donne un exemple. Vuillard a écrit un bouquin sur le moment où, en 1933, Hitler fait financer sa campagne par le CAC 40 allemand, tous les grands industriels de la chimie et de l'automobile allemands. Et ils se rassemblent tous, ces messieurs en costume et ces messieurs à chapeau, et ils font tous des chèques pour financer le parti d'Hitler, pour financer le parti nazi. Et Vuillard me dit, mais on ne saura pas ce qui se passe exactement à l'Élysée quand l'AFEP, l'Association française des entreprises privées, mais ça fait le gratin du CAC 40, tu vois, vraiment les plus costauds, sont allés susurrer à l'oreille de Macron qu'il fallait supprimer l'impôt de solidarité sur la fortune tout de suite. Comment ça s'est passé? On ne le saura pas exactement. Tu vois, et il faut attendre 1 an et demi pour que ça soit vrai. Et si on le disait avant, oh, c'est du complot, tu vois. Eh bien, l'avantage de la littérature, me dit Éric Vuillard, c'est que c'est documenté. Le 1933, on a les textes dans le procès qui a été fait aux dignitaires nazis, on a le récit de cette journée-là. Et donc c'est pour ça que peut-être que Vuillard arrive à en dire plus sur le moment présent en parlant de l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933 et du financement de sa campagne par l'industrie allemande, que n'y parvient le journalisme dominant qui nous raconte des salades sur le remaniement dont tout le monde se contrefout, tu vois. Donc je pense qu'en effet, le cinéma, la littérature sont des chemins sans doute pour conduire au réel, plus sûrement que le discours dominant. Enfin, vous en jugerez demain sur vos écrans ce mercredi 3 avril avec Joyeux Soleil. Voilà. Bon, je vais y aller parce qu'il y a quelqu'un là qui doit être arrivé qui veut refaire la déco dans mon bureau. C'est un peu dans... C'est quoi? C'est l'émission de Valérie... c'est sur M6, c'est ça? Ah ouais, d'Amido là, sur refaites la déco. Bah, moi, ça y est, on vient s'occuper, on vient se charger de la déco de mon bureau. On a trouvé que c'était un peu terne et tout ça, donc on vient y mettre des couleurs et du sourire. Là, on a Pauline Boyer qui est avec nous, de ANV ANV COP 21, et qui est là. Bon, donc c'est une orga qui lutte contre le changement climatique, pour que ça change dans le bon sens, quoi. Pauline Boyer de ANV COP 21, qui est là, elle est revenue pour refaire ma déco de mon bureau à l'Assemblée nationale. C'est bien ça? Voilà, parce que tu m'as invité. Bah vas-y, fais-moi le cadeau. Hein. Allez. Voilà. Donc voilà, je rêvais de dormir avec lui, donc il va pouvoir se trouver dans ma chambre à l'Assemblée, c'est vraiment cool. Voilà des nuits enthousiasmantes. Donc comment vous l'avez... Pourquoi vous l'avez... D'où il sort lui? Alors lui, c'est un portrait qui sort d'une des premières actions de décrochage de portrait présidentiel de la mairie du 5e arrondissement de Paris. Face à l'urgence climatique et au fait que ça menace toute la population et en premier les personnes les plus précaires, on va faire une action symbolique et on va aller dans les mairies décrocher les portraits présidentiels pour laisser des murs vides et ce mur vide en fait symbolise le vide de la politique climatique et sociale du gouvernement face aux enjeux historiques et dénoncer le fait que Monsieur Macron et son gouvernement ne sont pas au rendez-vous de l'histoire. Et donc vous êtes allé, c'était dans la mairie du 5e, c'était quand? C'était le 21 février. Donc vous y êtes allé, vous étiez armé? Non, donc ANV COP 21, c'est Action non violente COP 21. On fait toutes nos actions à visage découvert, revendiquées et de manière non violente, donc c'est-à-dire dans le respect des personnes que l'on croise forcément quand on fait nos actions. Et donc nous sommes arrivés avec des activistes, des journalistes, nous avons décroché le portrait et nous sommes partis avec. J'ai lu que l'antiterrorisme était maintenant sur votre dos. Parce que bon, vous êtes quand même dangereux, donc on vous met les super flics pour vous contrôler. C'est ça, il y a une répression assez disproportionnée, une réaction disproportionnée de la part du gouvernement, des forces de police, et donc où il y a une circulaire interne du plus haut gradé de la gendarmerie nationale qui a circulé pour mettre la brigade antiterroriste sur le coup. Il y a 4 procès, 20 poursuites, 22 gardes à vue, 16 perquisitions. On voit que l'affaire du siècle, c'est pas le changement climatique, l'affaire du siècle, c'est le décrochage des portraits de Macron, quoi.
C'est ça. Mais alors, d'origine, ils vous proposez rien, vous proposez quoi? Bah, nous, on propose par exemple une contribution climat jaune et verte, la suppression des niches fiscales, la remise en place de l'ISF, la taxation des entreprises les plus polluantes, du kérosène, du carburant des cargos. On a appris que ce matin que Ryanair faisait maintenant partie des entreprises les plus polluantes d'Europe. Donc le trafic aérien, en effet, qui n'est pas taxé du tout, il entre dans les entreprises qui ont des causes directes sur l'effet de serre, quoi. Bien sûr, et c'est un scandale que les gens en France, j'entendais à une discussion dimanche dernier, bah oui, mes potes, quand ils doivent traverser la France, bah en fait, on met le même temps en train et en avion, sauf qu'en avion, c'est 3 fois moins cher, donc on prend l'avion. Alors qu'au niveau impact carbone, c'est un désastre. Donc il y aurait ça dans cette... Moi, je prends jamais l'avion pour les vols intérieurs. D'ailleurs, comme je voyage peu. Et donc, là, c'est sortons Macron, mais vous le sortez où, alors? Il voit quoi comme pays? Alors, il voit, eh bien, il a déjà vu ce projet de grand contournement ouest à Strasbourg. Il voit les impacts du dérèglement climatique. On l'a sorti en manif pour qu'il voit ce qui se passe dans la rue et la colère des gens dans la rue à laquelle il ne répond pas. Absolument pas. Et donc l'idée c'est ça, c'est de l'emmener aux endroits où il n'est pas, où il y a la vraie vie, la vie des gens qui en ce moment galèrent déjà à vivre et dans un système qui ne permet pas à des millions de Français de vivre dans des conditions dignes. Vous me l'amenez pas seulement pour qu'il reste à me regarder travailler à mon bureau, mais aussi pour que je le sorte et qu'il aille voir du pays, alors. Ça serait super. De toute façon, l'oligarchie qui s'est installée sur le mont Olympe, et c'est pas un hasard si son représentant Emmanuel Macron s'est attribué le mot de Jupiter, donc ils sont réfugiés sur leur mont Olympe, ils se sont détachés sur le plan des revenus, ils se sont détachés sur le plan fiscal, mais ils se sont aussi détachés sur le plan moral et sur le plan géographique, ce qui fait qu'ils pensent aujourd'hui qu'ils vont échapper à la crise climatique. Et tu vois, j'ai une amie qui est allée à Londres, à la City, rencontrer des traders, et là ils sont en train d'investir en Norvège. Pourquoi? Parce que en Norvège, le réchauffement va tarder davantage. Et on sait que dans la Silicon Valley, ils investissent un maximum en Nouvelle-Zélande, dans des gigantesques fermes, dans des domaines complets, parce que de la même manière, là-bas, le réchauffement devrait plus tarder. Et il y a même des études qui s'appellent les études Andy, je ne sais pas si tu as entendu parler. Les études Andy qui montrent que dans l'effondrement des civilisations, la couche supérieure, l'oligarchie, elle a toujours plusieurs décennies de retard pour être confrontée au choc. Elle parvient à l'amortir. Ce qui fait qu'elle croit qu'elle va pouvoir y échapper parce qu'elle parvient à le retarder. Voilà. Donc, en fait, je crois qu'à la fois sur le plan social et sur le plan écologique, si on leur retire pas le volant des mains, c'est quand même les gens qui nous représentent le moins, qui nous ressemblent le moins, qui aujourd'hui nous dirigent. Et qui ont des intérêts qui sont complètement contraires aux nôtres. Si on leur retire pas le volant des mains, c'est sûr qu'ils vont aller droit dans le mur ou droit dans le gouffre. Et nous, il faut qu'on arrive à appuyer sur le frein, à leur piquer le volant des mains, et puis à changer de direction vite fait, quoi. Bon, donc on va essayer de... J'ai peu d'espoir, hein. Il a l'air quand même solide, un peu fermé, mais on va essayer de l'attendrir, de l'émouvoir, de lui faire comprendre l'humanité commune, et voilà, le mur dans lequel nous fonçons, si jamais lui, il change pas de direction, quoi. C'est ça. Moi, je suis plutôt pour le piquer le volant, mais bon. C'est pas du recel, ce que je vais faire, là? C'est du recel. Et alors, qu'est-ce que je risque? Alors, tu risques quelques années de prison et... on peut être un petit peu plus précis. Alors, je ne sais plus si c'est 5 ans. Si c'est comme... nous, en tout cas, on est poursuivis pour... vol en réunion. Vol en réunion avec 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et je crois que c'est à peu près la même chose pour un receleur, voire 7 ans de prison. Je sais plus que... Un peu plus, quoi. J'ai le droit à une peine supplémentaire. Je crois que c'est 375 000 €. Bon, oui, on lancera un machin, là, sur Internet. C'est pas le droit. Ah, on n'a pas le droit en plus. Oh, punaise, me voilà bien. On l'installe là, sur le fauteuil, là-bas derrière. C'est ça. Voilà. Merci Pauline, merci pour ton travail. François. Merci pour ta garde à vue. Merci pour ton futur procès. Et donc, on se retrouvera sur le banc des accusés peut-être.